Bonsoir et bienvenue dans Mi-Débat. La très polémique loi sur le mariage gay est entrée en vigueur il y a tout juste un an. Depuis, une dizaine de couples se sont mariés en Martinique. Certains ont même lancé une procédure d'adoption. Alors, qu'est-ce qui a changé pour eux et pour la société? On en parle tout de suite avec Lorena Zebo. Sa mère est homosexuelle et elle sera bientôt adoptée par sa belle-mère. Ralph Rago, porte-parole de la Manif pour tous en Martinique. Il s'est opposé au mariage pour tous et à l'adoption d'enfants par les homosexuels. Raymond Saint-Louis-Augustin, ancien maire de Fort-de-France, c'est lui qui a marié le plus d'homosexuels en Martinique, 3 couples d'hommes en moins d'un an. Et enfin, Nadia Chanville est doctorante en sociologie. Elle s'est intéressée à la question de l'homosexualité aux Antilles et consacre sa thèse à l'homophobie en milieu scolaire. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Mi-Débat. Vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter. Le mariage pour tous a provoqué de nombreuses manifestations dans toute la France et également en Martinique où la contestation a été très vive, on s'en souvient. Un an après son entrée en vigueur, la question a été mise de côté. Pourtant, des couples se sont mariés, des enfants sont sur le point d'être adoptés. On fait le bilan avec Lingland Dao, Carl de Roll et Gaël Dufief. Madame Myriam Jourdan, vous voulez voir votre épouse, Madame Rosemonde Zebo. Oui. Myriam et Rosemonde sont des pionnières. En juin 2013, elles se sont dit oui devant le maire du Carbet et sont devenues le premier couple gay à s'être marié à la Martinique. Un événement qui n'a pas changé grand-chose à leur quotidien. La passion est toujours là, avec un plus. Comme beaucoup d'autres couples, ces deux femmes voient dans le mariage la concrétisation de l'amour. C'est un engagement. Parce que d'aimer quelqu'un c'est une chose, mais maintenant de décider d'un commun accord de se marier, c'est vraiment une implication à 300%, je dirais. Parce que vivre côte à côte, bon, on va dire c'est facile. Maintenant, quand on est marié, ça ne change rien dans la vie de tous les jours, c'est pas ça. Mais l'engagement est encore plus fort, est encore plus profond. Pour cette petite famille, la société a fait un pas en avant. Et si le regard des Martiniquais sur l'homosexualité avait changé? Je crois que cette loi aussi a permis à pas mal d'homosexuels de se libérer, c'est-à-dire d'être visibles. Parce qu'il y en a beaucoup qui vivaient un amour caché. Et là, moi j'ai constaté autour de moi des personnes dont je n'aurais jamais douté, pensé qu'ils étaient homosexuels et qui tout de suite se sont affirmés. Donc je crois que ça a été un grand pas. Parce que pour les homosexuels, c'est une sorte de reconnaissance. La société martiniquaise étant un petit peu quand même machiste, c'est sûr que 2 femmes vont passer mieux que 2 hommes. Mais globalement, on sent qu'il y a une amélioration au niveau de l'acceptation. Pourtant, l'acceptation n'est pas évidente dans notre société. En interrogeant les passants dans les rues de Fort-de-France, nous nous rendons compte que le mariage pour tous est encore loin de faire l'unanimité. C'est vrai que je ne vais pas renier mon fils ou ma fille, mais c'est vrai que je pense que les Martiniquaises en personnes âgées ne sont pas encore, je ne pense pas. Mais chacun est libre de... Je ne vais pas les incriminer. Vu l'éducation qu'on a reçue aux Antilles, une femme reste une femme, un homme reste un homme, et il y a aussi la pérennité même du patrimoine où l'homme doit faire des enfants avec sa femme, etc. La loi de Dieu est contre. On ne peut pas du jour au lendemain, parce que la loi des hommes a décidé qu'il en était autrement, de l'accepter et que ça rentre dans nos mœurs. En tout cas, pas pour moi. Le mariage pour tous, une question qui ne laisse pas indifférent. À la Martinique, le débat a déchaîné les passions. Si bien que le 24 mars 2013, ils étaient près de 2000 manifestants à défiler contre l'union des personnes de même sexe. Un an après, et malgré le passage de la loi, le collectif La Manif pour tous campe toujours sur ses positions. Et aujourd'hui, c'est l'adoption qui les inquiète. Nos arguments restent et demeurent les mêmes, à savoir la défense et l'intérêt de l'enfant, et par l'enfant l'intérêt de la famille. Et nous pensons que ce projet de loi qui met en évidence l'avantage qui est donné à des parents potentiels qui veulent avoir un enfant éventuellement comme un jouet pour se faire plaisir ou se donner bonne conscience, et bien nous pensons que c'est un mauvais projet, parce qu'il est préjudiciable à l'équilibre de la famille qui est le socle de la société. Des revendications qui ont pour but de préserver les repères de l'enfant.
Nous pensons, et la nature nous le dit, que l'homme et la femme ne sont pas interchangeables. Ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des poupées. Donc l'enfant a besoin de cette altérité, et d'ailleurs les tests l'ont prouvé depuis des décennies. On sait très bien que l'enfant a besoin d'un repère mâle, d'un repère femelle pour pouvoir développer son psychisme. Et ça, tout le monde l'a déjà démontré. Depuis le passage de la loi en mai 2013, 7 mariages ont été célébrés sur notre île. Le Carbet, Fort-de-France, Schœlcher, Sainte-Luce, les Trois-Îlets. Si ces mairies ont franchi le pas, la majorité se montre encore réticente à appliquer la loi. C'est pas tous les maires qui acceptent. Et je trouve ça un petit peu quand même désolant, dans le sens où finalement, il faut qu'on regarde, qu'on se renseigne au niveau des autres qui se sont déjà mariés pour savoir dans quelle mairie ils ont été, pour faire une demande dans une mairie qui n'est peut-être pas la nôtre. Or, en octobre 2013, le Conseil constitutionnel a tranché. Les maires sont tenus de célébrer le mariage pour tous sans invoquer la clause de conscience. Michael et son compagnon sont en couple depuis 10 ans. Le mariage, c'est la suite logique de leur histoire. Cependant, ils sont conscients du chemin qu'il leur reste à parcourir. Il faut dire ce qu'il y a en Martinique, les gens sont encore très arriérés. Je m'explique, même si depuis plus de 10 ans, on voit que c'est un peu mieux accepté l'homosexualité. Déjà de mon temps, c'était quelque chose de particulier. Je vois que maintenant, c'est encore plus... c'est plus facile d'être homosexuel en Martinique. Mais le fait que le mariage soit reconnu, on va dire, toutes les personnes justement qui ont un souci avec ça risquent encore d'en mettre une couche. Lorsque Fabien a appris qu'il pouvait enfin se marier, il s'est senti soulagé. Bénéficier des mêmes droits que les autres, ne plus se poser la question de l'héritage, une loi qui a changé sa vie et peut-être changé la perception de son entourage. C'est sûr que le fait que la loi soit passée, il y a plein de choses qui a été bousculées dans les esprits de tout un chacun. Je me rends compte qu'il y a des différences, le débat a été un peu plus ouvert, chacun a pu s'exprimer comme bon lui semble. Mes parents, à leur niveau, ils ont pu se remettre un peu en cause, pas totalement, mais un peu, et se rendre compte que leur fils n'est pas le seul à l'être, mais qu'il y en a d'autres autour. Des petites améliorations, mais pas à la mesure des attentes du jeune homme. Cela ne l'empêche pas de rêver d'un mariage en grande pompe avec son compagnon. C'est un moment qui va marquer ma vie et j'espère surtout et avant tout que mes parents soient présents ce jour-là. Du côté des Ébaux-Jourdan, la famille sera bientôt au complet. En effet, Myriam a décidé d'adopter Lorena, la fille de Rosemonde, qu'elle considère comme sa propre fille. Bientôt, son nom apparaîtra sur le livret de famille. Pour moi, ça reste une famille normale. Dans une famille normale, il y a un père, il y a une mère. Bon, moi, mon père, il est décédé il y a quelques années. C'est sûr que Myriam, elle ne prendra pas la place de mon père parce que mon père restera mon père. Mais voilà, c'est comme si j'avais un beau-père avec qui je m'entends très bien. C'est la famille, c'est une famille recomposée et nouvelle génération puisqu'elles sont homosexuelles. Et puis voilà, c'est tout. Des familles nouvelle génération, il en existe quelques-unes maintenant en Martinique. Lorena, comme vous dites, vous en faites partie. Est-ce que le terme de famille est important pour vous? Pour moi, c'est très important. Parce que je ne vois pas pourquoi on appellera ça autrement. C'est un couple. Certes, ce sont deux personnes de même sexe, mais ça reste un couple. Ma mère aurait été en couple avec un autre homme. On aurait considéré que c'est une famille recomposée. Donc là, c'est juste un élément du couple, de la famille qui change. Donc je ne vois pas pourquoi on appellera ça autrement. Et puis, dans son fonctionnement, dans sa manière de me traiter et tout, c'est clairement un membre de ma famille. Un membre de votre famille. Voilà, c'est pas comme si c'est... Alors aujourd'hui, 9 mariages gays ont été célébrés en Martinique. On va voir apparaître une petite carte. 1 au Carbet, 2 à Sainte-Luce et à Schœlcher, 1 aux Trois-Îlets et 3 à Fort-de-France. Raymond Saint-Louis-Augustin, c'est donc vous, ancien maire de Foyal, qui détenez le record des mariages célébrés sur notre île. Racontez-nous un peu, est-ce que ça a été des mariages sans histoire ou est-ce qu'il s'est passé, ça a été difficile de les célébrer? Sans histoire. Je crois que je suis obligé de vous parler de moi et des principes qui m'animent, quoi. Je le ferai d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis un citoyen totalement libre. Je suis aussi un esprit libre.
Et j'espère être un homme de bon renom et de bonnes mœurs. Alors, bien entendu, la question de ce mariage entre personnes de même sexe est une chose qui nous a préoccupés. Et peut-être moi plus que d'autres. Vous voulez dire au sein de la mairie? Au sein de la mairie, mais je disais donc, et moi plus que d'autres, puisque moi je suis psychologue. Et que dans mon activité de psychologue, j'ai eu l'occasion de recevoir des personnes homosexuelles. Et j'ai été, je peux le dire, témoin de leur douleur et de leur souffrance. Et je vous assure que ça m'a terriblement touché de recevoir des personnes qui exprimaient là avec moi leur homosexualité et qui disaient par conséquent la situation de douleur qui était la leur, de ne pouvoir s'assumer, de ne pouvoir vivre aussi de manière tranquille leur homosexualité. C'est une chose qui m'a touché, donc j'en ai absolument tenu compte. Ce dont j'ai également tenu compte, c'est que je suis un citoyen d'une république démocratique et laïque, d'une république démocratique et laïque qui affiche liberté, égalité, fraternité. Et que par conséquent, et la liberté et l'égalité sont des choses qui pour moi sont fondamentales. Vous savez qu'Aimé Césaire ajoutait toujours et identité, mais liberté et égalité. Je pars du principe par conséquent que toute personne appartenant à cette république-là n'est libre. Alors, on le comprend, vous n'aviez aucun problème à célébrer ces mariages. Est-ce qu'au sein de la mairie, il y avait peut-être des inquiétudes vis-à-vis de la réaction de la population? Parce qu'on s'en souvient, en Martinique, quand même, la population s'est plutôt exprimée contre ce mariage pour tous. J'ai donc, en tant que maire de la ville, puisque je l'étais il n'y a pas encore très longtemps, j'ai donc réuni tous ceux qui, ou adjoints, ou conseillers, avaient pour habitude de marier. Faisait par conséquent partie du groupe des marieurs et des marieuses de la ville de Fort-de-France. Et je leur ai dit, voilà, la loi va être adoptée. Il nous appartient, nous, de savoir ce que nous voulons. Ce que nous voulons, et je l'ai dit, en ce qui me concerne, j'ai dit, moi, je suis pour donner suite à toute démarche de personnes souhaitant se marier, qu'elles soient hétérosexuelles ou qu'elles soient homosexuelles. J'ai dit par contre, toute personne là, du groupe d'élus, ne désirant pas marier, a la liberté de le faire savoir. Donc vous avez fait jouer la clause de conscience qui finalement n'avait pas été reconnue par la loi. Oui, mais je suis à la Martinique, je suis à Fort-de-France. Hein? Alors il y a la loi et puis il y a les aménagements que moi je peux prendre avec la loi. Il y a l'esprit de la loi. En ayant le souci quand même du respect de toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Alors, ces mariages, parce qu'on est obligé de faire court, est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Aucune? Ça s'est passé sans encombre? Aucune. Des personnes sont venues, d'ailleurs, j'ai su qu'il y avait... D'abord, le bruit a couru qu'il y aurait peut-être une quinzaine de mariages dits pour tous à Fort-de-France, et cela ne tenait que de la rumeur. En réalité, il y avait des demandes d'information. Et ces demandes d'information ont donné lieu en un an à 3 mariages dits homosexuels, 3 hommes, donc 6 hommes. 3 mariages masculins. Bon, ceux et celles qui ont dit « moi jamais », pour revenir au conseil municipal, en tout cas à l'état civil, ok. Certains ont dit « je ne suis pas prêt ». Je leur ai dit « d'accord, vous n'êtes pas prêt, mais je vous invite à venir quand on va en célébrer, puisqu'il faudra peut-être en célébrer, de manière à ce que vous puissiez pour constater ce que c'est ». D'autres ont dit peut-être oui, d'autres ont dit oui. Alors, du coup, j'ai entamé la réflexion sur mais comment cela va-t-il se passer? J'ai insisté sur la chose suivante en disant... Alors, essayons d'abréger parce que le temps passe malheureusement, donc allons-y sur la célébration même de ces mariages. Je suis désolée de vous interrompre. Oui. Eh bien, d'abord, il a fallu s'y préparer. Vous voyez, de célébrer, d'accord, mais il faut se préparer à célébrer. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai donc invité tout un chacun à sentir que la situation serait originelle et tout à fait nouvelle. Voir 2 personnes de même sexe venir jusqu'à vous pour se faire marier, c'est pas banal, quoi. Et j'ai dit aux uns et aux autres, pas de petites blagues. Évitons de faire des petites blagues parce que ça pourrait déraper. Maintenant, écoutez, quand il y a un mariage de personnes hétérosexuelles en mairie de Fort-de-France, on ne fait pas de tralala autour de ça. Je demandais aussi qu'il n'y en ait pas. En sorte que ces personnes sont venues se marier pour deux couples en mairie de Fort-de-France,
ce qu'il n'y a jamais eu de tralala, ni d'annonce, ni de cloche qui sonnait. Vous n'avez pas communiqué dessus particulièrement. Mais nous ne communiquons pas non plus sur les mariages hétérosexuels. D'accord, donc des mariages qui se sont déroulés comme d'autres mariages. Donc, Ralph Rago, vous étiez exprimé, on l'a vu, contre le mariage pour tous. Qu'est-ce que ça vous fait un an après de voir ces couples se marier malgré vos nombreuses manifestations qui ont eu lieu notamment en Martinique? Écoutez, ça n'enlève rien au fondement même de ce que nous expliquions, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a eu un reportage dans lequel on entend la compagne de Mme Zebo dire l'amour est reconnu. Mais ce qui nous dérange fondamentalement, c'est qu'on a trompé dès le début les personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été question pour le mariage civil de reconnaître l'amour. Il ne le peut pas, ce n'est pas le rôle de la loi. Et donc là-dessus, on a introduit un fondement qui est dangereux et on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que là, on ne sait pas où on va s'arrêter au niveau de ces combinaisons. On parle de polyamoureux. En quoi des personnes qui voudraient vivre à trois seraient-elles moins dignes d'être prises en compte dans leur amour que des personnes homosexuelles, deux femmes ou deux hommes? On a ouvert quelque chose dont on ne sait pas où ça va nous mener. Alors, moi, les personnes, je refuse de les qualifier par leur orientation sexuelle. Je ne parle pas d'une personne homosexuelle, je parle d'une personne en situation d'homosexualité. Parce que là encore, c'est un mensonge. On fait semblant d'ignorer que les gens ne naissent pas homosexuels. Ça, ce sont les lobbies activistes LGBT qui font croire qu'on est homosexuel. On ne le choisit pas. LGBT, je précise, c'est lesbiens, gays, trans et bisexuels. Voilà. Donc, ce sont ces mouvements activistes qui veulent le faire croire. Et on ne naît pas homosexuel, on ne le choisit pas non plus. C'est une combinaison de facteurs. Il y a des prédispositions, il y en a qui sont prédisposants, mais il y en a aussi qui sont des faits de la vie qui est vécue. Et aujourd'hui, j'entends la psychologie, j'entends tout ça, mais dès lors qu'une personne vit une difficulté avec son identité sexuelle, on la conforte dans l'idée qu'il faut qu'elle accepte son homosexualité. Alors même qu'elle peut être dans une démarche d'aide et de pouvoir discerner et au final dire, voilà, effectivement, je me ressens en tant que personne homosexuelle, ou alors dire, eh bien, grâce à ce chemin que j'ai pu effectuer, je vois qu'il y avait une confusion là qui a été levée. Donc, ce que vous dites quelque part, c'est qu'on aurait légitimé quelque chose qui est de l'ordre de la déviance. Je ne parle pas de déviance. On parle de confusion, en tout cas. En fait, on est dans l'humanité même des gens, hein, dans le facteur humain. Et là, il faut être très prudent avec cela. Pas de mauvais procès. Donc, moi, ce que je dis, et pour revenir aux fondamentaux, c'est que cette loi, elle ne répond véritablement à aucune situation qui avait été souhaitée par la société dans son ensemble. On a parlé de démocratie, je veux bien l'entendre, mais à marche forcée, on a fait voter très rapidement, et dans la façon même parfois à main levée, on a fait voter pour éviter l'intelligence de débat que pouvait soulever cette loi. C'est-à-dire que dès lors qu'on a vu qu'il y avait des fondements et des leviers qui commençaient à venir, on s'est appliqué à bafouer des règles de démocratie élémentaire. Vous avez l'impression qu'on vous a imposé une société nouvelle dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas? Moi, ce qui s'est passé, pour moi, c'est une violence particulière. Ça s'appelle un viol civique. J'étais très heureux d'entendre un député guadeloupéen récemment, tout à fait un autre sujet. Il parlait d'évolution institutionnelle pour la Guadeloupe. Et on lui dit, mais pourquoi alors que vos convictions, on les connaît? Et il dit non, parce que je n'ai pas reçu mandat des Guadeloupéens pour ça. Donc je ne me sens pas autorisé à le faire. Qui, parmi notamment celui qui a voté pour, notre député, peut nous dire qu'il a reçu mandat pour ça? À quel moment il est venu devant cette société martiniquaise en disant voilà ma position claire et définie sur ce sujet et ça va être pour moi une priorité, comme le président de la République actuel a pu le faire dans son Serge on s'en souvient, est le seul député martiniquais à avoir voté en faveur du texte. Il s'est prononcé à la dernière minute, il a fait les choses, certes, un peu discrètement. Donc je rappelle simplement aux personnes, aux téléspectateurs, qu'on parle de personnes vivant une situation qui concerne à peine 2% de la population. C'est-à-dire que ces 2% ont réussi à faire apparaître comme une urgence un sujet qui n'en était pas et qui ne répondait vraiment à aucun intérêt de la société. C'était peut-être quand même une souffrance pour ces couples. Il y a de la souffrance, mais il ne faut pas sombrer dans le compassionnel. Et ces enfants, parce que ces enfants existent et étaient déjà là avant la loi. Mais il ne faut pas sombrer dans le compassionnel. Ce que je veux vous dire par là, j'entends bien la situation, si elle veut bien me rappeler son prénom. Lorena. De Lorena. J'entends bien sa situation. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a rappelé qu'elle était la fille d'un homme et d'une femme. Je veux dire, il ne s'agit pas non plus de créer sa propre turpitude et de s'en prévaloir. Ce que je veux dire par là,
nous avons des personnes parfois qui placent des enfants. On a eu récemment un verdict qui a été rendu là-dessus, qui se placent dans la situation de l'illégalité et qui la revendiquent pour l'utiliser comme levier pour faire progresser la loi, soi-disant ce qu'on appelle un progrès. Alors les gens confondent souvent l'évolution et le progrès. Une évolution n'est pas nécessairement un progrès. Alors on va passer la parole à Nadia Chonville. Donc vous avez étudié ces questions d'homosexualité. Quand on parle de viol civique, on voit qu'il y a eu une division profonde de la société sur ces questions. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une société nouvelle, comme ça nous a été annoncé ? Alors, c'est vrai que moi, je travaille sur l'homophobie, précisément. Plus précisément, je m'intéresse à toutes les violences qui peuvent entourer ce phénomène homosexuel, notamment dans les îles, notamment en Martinique. Je pense que, alors, pendant l'année qui est passée, effectivement, je me suis intéressée à tout ça. J'ai rencontré les différents acteurs de cette mobilisation. Je pense que ce débat a soulevé énormément de passions et c'est tout à fait normal en Martinique si l'on prend en considération les facteurs culturels, les facteurs sociétaux. Les Martiniquais auraient du mal pour l'instant à accepter l'idée que deux Alors personnes on reviendra du même sur sexe cette puissent partie-là être mariées. spécifiquement dans la seconde Oui, partie du mariage, de justement. l'émission. C'est-à-dire que Alors sur le mariage, oui. Justement, c'est ça que je vous dis, c'est que je comprends que cette idée du mariage puisse avoir posé pas mal de problèmes dans notre société en Martinique. Après, de savoir si ces mariages sont légitimes ou pas, là on a eu effectivement la version de l'opposition. On peut aussi avoir d'autres points de vue. Alors, est-ce que c'est un lobby qui aimerait faire passer quelque chose qu'on imposerait à l'ensemble de la société? Je crois qu'il y a quelques inexactitudes sur ce que vous avez dit. Je n'aurai pas le temps de revenir sur tout, mais je pense qu'il faudrait aussi prendre en considération toute la souffrance qu'il peut y avoir à ne pas avoir pu reconnaître ces couples comme des couples légitimes, comme des couples qui puissent être aussi légitimes que des couples hétérosexuels. Est-ce qu'il ne risque pas justement d'y avoir une hiérarchie peut-être aujourd'hui entre les familles hétérosexuelles et les familles homosexuelles? Une sorte de mariage un peu de seconde zone. Justement, c'est peut-être là où ça va dépendre de qui prend la parole. Si on considère que les couples homosexuels ne sont pas légitimes, à ce moment-là, on va considérer que les mariages homosexuels et les mariages hétérosexuels ne sont pas équivalents. Si on arrive à considérer que les couples homosexuels sont légitimes, à ce moment-là, la société pourra considérer que ces deux mariages sont équivalents. Alors, il y a une autre question qui est sous-jacente, c'est celle de la reproduction. Donc, dans le cadre de couples homosexuels, je ne sais pas si on peut vraiment employer ce terme-là. En tout cas, il y a différentes possibilités. L'adoption a été légalisée également avec cette loi, donc on l'a vu. Vous êtes en cours d'adoption, vous allez bientôt avoir officiellement 2 mamans. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie quoi? Ça signifie que je reconnais pleinement Myriam comme étant ma deuxième maman, comme étant ma belle-mère. Et voilà, je ne vois pas trop ce qu'il y a à ajouter dessus. On est une famille normale, même si elle est différente, même s'il y a 2 femmes au lieu d'un homme, nous sommes une famille normale. Et comme elle disait, il faudrait que les couples hétérosexuels, enfin, les mariages hétérosexuels et les mariages homosexuels soient mis au même niveau, de sorte qu'après les enfants soient également mis au même niveau. Vous avez l'impression de peut-être pas être mise au même niveau Moi, je n'ai pas, d'autres personnellement, je n'ai pas cette impression-là. Maintenant, en entendant certaines personnes parler, on se rend compte qu'il y a des visions, des choses qui sont différentes. En fait. Alors, autre question, les opposants à l'adoption ont souvent dit que les enfants de couples homosexuels seraient déséquilibrés. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un déséquilibre dans votre construction familiale? Non. J'ai l'air équilibrée pour l'instant, je pense être équilibrée. Tout est relatif parce qu'on peut avoir face à soi un couple hétérosexuel et vous avez le mari qui bat sa femme ou la femme qui bat le mari. Comment un enfant peut-il évoluer de manière équilibrée dans une famille comme ça? Alors, Ralph Rago, par rapport à ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement 2 personnes qui s'aiment, même si elles ont le même sexe, plutôt qu'effectivement un père qui bat la maman et l'enfant qui assiste à tout ça? Mais pourquoi voudrait-on systématiquement comparer un couple homosexuel idéal dans le meilleur des mondes où tout se passerait bien, forcément un couple hétérosexuel où ça se passerait mal? Pourquoi une telle opposition? Il existe aussi des couples hétérosexuels et Dieu merci,
où ça va très bien, où les enfants trouvent à s'épanouir. Voilà, donc il ne faudrait pas systématiquement opposer. Vous savez, on a un glissement là qui est subtil, hein, mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on est passé de la filiation... Il y a aussi des couples homosexuels qui élèvent correctement leurs enfants et au sein desquels... Non, je veux sa parole. Non, ce que je veux dire, je vais répondre à cela. Oui. Vous savez, je ne fais pas de mauvais procès. Je ne vais pas dénier à un couple homosexuel donc, le fait qu'ils aiment autant leur enfant qu'un couple hétéro. Ça, je ne vais pas... Ce n'est pas de mauvais procès. Ils peuvent l'aimer autant. Il n'y a pas de souci. Est-ce que cela sera de l'intérêt de l'enfant? Et là, on va dévier déjà sur un autre sujet. On part déjà sur la PMA, mais on verra peut-être ça plus tard. Procréation médicalement assistée. Mais on va y revenir effectivement dans donc, quelques minutes. ça, on le verra plus tard. Pas de mauvais procès. Mais je vous dis, on est dans une évolution qui est assez subtile, mais qui est très marquante. On sort de la filiation, on arrive à la parentalité. Alors, la parentalité, c'est joli, ça sonne bien lourd, il y a encore parents. Mais on est déjà sorti de la filiation, c'est-à-dire qu'on est déjà sorti de l'idée qu'un enfant, c'est forcément le fruit d'un homme et d'une femme. Et on est en train de donner droit... Mais la question de l'adoption existe aussi pour les hétérosexuels. On est en train de donner droit à... Il y a des hétérosexuels qui adoptent. Je vais vous dire la différence. C'est que ce que vous faites semblant d'ignorer en posant la question, c'est que l'homosexualité est inféconde par essence, alors que l'hétérosexualité l'est par accident. Ce qui veut dire par là il y a des personnes célibataires qui peuvent adopter aussi, et elles sont infécondes toutes seules. Alors, parce que la loi avait considéré que... Alors là, on est dans un sujet qui date d'une époque, donc d'après-guerre, où il y avait beaucoup d'enfants à adopter. Et il y avait plus d'offres, entre guillemets, pour parler un langage économique qui n'est pas très élégant sur le sujet, que de demandes. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudrait à la limite revenir sur le fait que les personnes célibataires puissent adopter. Non, je ne dis pas ça. Écoutez bien ce que je dis. Je dis qu'il a fallu répondre, parfois nécessité fait loi, il a fallu répondre à un moment donné à une situation particulière qui s'est très vite résorbée. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse. On est de l'ordre de 4 000 à 5 000 adoptions par an. Il y a beaucoup plus de demandes de parents adoptants que d'enfants adoptés. Et il ne faut pas ignorer non plus que parmi ces pays qui sont des viviers d'enfants adoptables, beaucoup ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas prêts à confier leurs enfants à des couples homosexuels. Ça, il ne faut pas l'ignorer non plus. Alors, jusqu'à quel point la représentation internationale ne va pas faire pression sur ces pays, qui sont souvent des pays défavorisés, pour imposer chez eux, donc par le biais parfois de leviers assez sordides, comme des aides ou ce genre de choses, leur imposer ce qu'ils ne veulent pas pour leurs enfants, en confiant leurs enfants à des couples homo. Ces pays ont déjà dit qu'ils refusaient cela. Donc il faut l'entendre aussi, quoi. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la situation où il y aurait plein d'enfants et il vaudrait mieux que l'enfant soit adopté par un couple homo qu'être orphelin. Non. Aujourd'hui, il y a plus d'offres, il y a plus de demandes de parents que d'enfants à adopter. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête pour pouvoir répondre à cet argument. Nadia Chonville, j'ai l'impression que vous vouliez réagir. Simplement une précision, je voudrais aussi rassurer tout le monde sur un point, c'est que l'adoption en France, c'est quand même quelque chose de très difficile. Le processus qu'on doit suivre pour pouvoir adopter un enfant est très difficile. Et les parents, là je parle des parents, maintenant tous les couples qui souhaitent adopter, mais même avant le mariage pour tous, les parents hétérosexuels devaient passer devant un tribunal, et jusqu'à maintenant ils passent devant un tribunal avant de pouvoir adopter un enfant. Parfois peut-être que vous connaissez parmi vos peut-être que ça vous est arrivé de croiser ces événements, mais effectivement c'est pour un couple un chemin de croix très difficile avant de pouvoir adopter. Donc c'est simplement pour dire qu'on va avoir les mêmes situations, on va avoir un couple qui va proposer, qui va demander à adopter un enfant, et avant de pouvoir adopter, le tribunal, entre guillemets, quand je parle d'un tribunal, c'est-à-dire que c'est presque comme passer devant un tribunal, parce que les commissions successives que vous devez passer pour montrer que vous serez capable d'accueillir cet enfant dans les meilleures conditions sont excessivement difficiles. Donc du coup, il va falloir passer les mêmes commissions, qu'on soit un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel. Il sera tout aussi difficile pour un couple homosexuel que pour un couple hétérosexuel de prouver qu'ils sont capables d'accueillir cet enfant dans les meilleures conditions. Justement, et je vais vous laisser la parole, mais ça nous amène directement à notre autre sujet, celui de la procréation médicalement assistée, puisque le 29 avril dernier, pour la première fois, le tribunal de Versailles a refusé l'adoption à un couple de femmes car leur enfant avait été conçu par procréation médicalement assistée à l'étranger, ce qui est pour l'instant interdit aux couples homosexuels en France. Pour l'instant, la procréation médicalement assistée est accessible uniquement aux couples hommes-femmes mariés ou pacsés depuis 2 ans, justifiant d'une infertilité diagnostiquée ou courant le risque de transmettre une maladie grave.
Alors pourquoi faudrait-il interdire l'accès à cette PMA, comme on dit vulgairement, pour les couples homosexuels? Alors en fait, tout à l'heure, vous avez parlé de situations où des enfants se trouvaient dans une situation de fait et où il fallait agir donc, en conséquence. Voilà, donc des enfants qui sont déjà là, élevés par deux parents du même sexe. Là, ce que vous laissez déjà entendre, et c'est ce que sous-entend le propos et le désir de ceux qui voudraient permettre ça, ce serait de légaliser une fabrique d'enfants adoptables. Alors, en l'occurrence, le cas que vous évoquez, il est simple. Hein. Je sais que c'est interdit dans mon pays, je me mets hors la loi et j'utilise la situation que j'ai créée pour l'utiliser comme levier pour pouvoir forcer la main à l'État. C'est le raisonnement qu'a eu le tribunal de Versailles. D'autres tribunaux auparavant, tous d'ailleurs, avaient accepté l'adoption d'enfants qui étaient dans le même cas. Mais vous voyez bien que quand on parlait de démocratie tout à l'heure, c'est un très bel exemple de démocratie. C'est-à-dire que je vais me placer dans une situation et je vais forcer la main. Je vais l'utiliser pour pouvoir forcer la porte. Donc là, on voit bien que le projet qui est privilégié dans ça, c'est le projet parental. C'est-à-dire que j'ai un désir d'enfant, je fais de l'enfant un objet de désir et je le sors de son statut de sujet de droit. Alors, Lorena, on va faire une réponse. Un objet de désir, je n'aime pas trop la formulation parce qu'il me semble que les couples... les couples dits normaux, il est tout à fait normal qu'ils désirent un enfant. Donc pourquoi pas ce même désir chez un couple homosexuel? Mais vous savez, Bruno Nestorazeo, je me permets de le citer, il a eu cette phrase que j'ai trouvée géniale quand il a défendu sa position. Il a dit, mais pourquoi ce serait à la loi d'intervenir sur le sujet, alors même que ce n'est pas la loi qui empêche aux personnes homosexuelles d'avoir des enfants, c'est la nature. Donc, alors, vous vous placez dans une situation... On peut dire que c'est la même chose pour les couples hétérosexuels. Non, je rappelle un principe simple, il faut que les téléspectateurs entendent bien ça. Pas de confusion. L'homosexualité est inféconde par nature, l'hétérosexualité l'est par accident. Ce n'est pas la même situation. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose que de s'inscrire dans un projet dont, dès le départ, il vous coupe du projet d'enfant, que de s'inscrire dans un projet qui est ouvert à la vie et où une situation malheureuse de la vie, médicalement, fait que l'enfant ne peut pas venir. Alors, rapidement, on va devoir passer à l'AGP avant de conclure. Je vais vous redonner la parole tout de suite. Alors, allez-y, une réaction rapide. Il y a des couples hétérosexuels qui sont infertiles et c'est naturel. Ce sont des choses qui sont dues à des maladies. Donc ces gens-là, ils ont le droit d'adopter. Ils ont le droit de faire. Donc, pareil. C'est la nature. Alors, juste des patients de fuite parmi nous parce que 10% des mammifères sont homosexuels. 10% des mammifères. 10% des mammifères. Parce qu'on fait là comme si on ne parle que de la nature humaine. 10% des mammifères sont homosexuels. Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'homosexualité serait dans la nature. Bien sûr. Alors voilà précisément le danger que de vouloir assimiler l'homme dans la dignité de ce qu'il est au règne animal. Cependant, et voilà précisément ce qui se passe dans la société dans laquelle... Cependant, oui, mais là, vous dites une chose et son contraire, c'est-à-dire que vous appelez la loi naturelle pour pouvoir justifier qu'on ne puisse pas laisser faire ce genre de choses, et ensuite vous critiquez la loi naturelle justement pour dire qu'on n'est plus seulement des animaux, on est des êtres de culture. Donc il faudrait choisir, et je pense que dans ce cas-là, on ne peut pas s'arrêter comme ça de façon aussi claire. On est à la fois le fruit de la nature, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas seulement mus par des pulsions qui nous font, alors que nous sommes dans une période de rut, nous accoupler pour procréer. Nous allons quand même un petit peu plus loin que ça. Ce que vous venez de faire, c'est une réduction abusive par rapport au format de l'émission. Et vous savez très bien que c'est habile, hein, c'est très habile, je peux le reconnaître. Mais le propos que j'ai tenu n'est pas du tout celui-là. C'est-à-dire que l'homme a une dignité à hauteur de ce qu'il est et qu'il ne faut pas considérer qu'il soit inscrit simplement dans son animalité. Oui, mais je vois cet argument. Nadia Pompili, excusez-moi, mais on doit avancer. Je voudrais poser une dernière question sur cette partie. Ce que disait M. Rago, M. Rago disait, non, l'homme n'est pas homosexuel. Hein. Faux. C'est pas moi qui dis ça. C'est vous qui avez dit ça. Non, ici, c'est vous qui l'avez dit. C'est l'association des psychologues américains, des psychiatres américains. Ici, là, c'est vous qui avez dit ça. J'en fais mon propos. Je pense que... Excusez-moi, les chiffres, les sources ici sont parfois aussi relatives et chacun s'en arrange à sa façon. Je voulais parler de la gestation pour autrui, qui est l'autre question qui fait peur en fait dans ce débat, c'est-à-dire que les couples
couples d'hommes pourraient éventuellement, pour l'instant ça a été écarté par le gouvernement, mais c'est une des choses qui fait peur, que des couples d'hommes puissent avoir recours à une mère porteuse pour porter leur enfant pendant 9 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en France à court ou à moyen terme, Raymond Saint-Louis-Augustin? Écoutez, je suis le plus âgé de tous vous ici, j'ai 74 ans. Ça veut dire que bon, ce sont des questions qui me bousculent. Alors rapidement, je suis désolée parce qu'on est à la fin de cette partie. C'est à croire que le monde est définitivement fixé. Mais le monde évolue. Nous avons eu du temps de la Grèce antique, les Érasmes et les Éromènes, etc. Les choses ne se sont pas poursuivies. On en est venu voir que c'est quand un homme, une femme, etc. Mais les choses évoluent, enfin. On a l'impression que ce que nous disons en 2014, en 2094, ce sera toujours pareil. Il faut permettre aussi aux choses de prendre forme, d'évoluer, et aux hommes de s'accompagner dans ce qu'ils font. Quand je dis les hommes, je dis les hommes et les femmes, qu'ils s'accompagnent, qu'ils demeurent ancrés dans un certain nombre de valeurs qui sont morales, je veux bien, qui sont humaines encore davantage, mais surtout que la liberté soit préservée. Donc si je peux me permettre de résumer, je pense qu'on est face peut-être à une divergence si de je veux aller vue. plus loin, vous savez, depuis le temps qu'on tient là, je me dis, mais nous sommes en mai. Nous sommes en mai, mois de l'abolition de l'esclavage. Si on avait mis autant de formes, etc., jusqu'à présent, nous ne serions pas esclaves. On aurait des demi-libertés, des semi-libertés, c'est comme ça. Si je peux me permettre de résumer votre opposition en 2 mots, donc d'un côté, on a des gens qui voient une évolution et de l'autre côté, peut-être une décadence ou en tout cas pas un progrès. C'est cette question de la GPA peut-être qui vous fait peur. Vous avez très bien résumé la chose. Il faut prendre conscience définitivement qu'une évolution n'est pas nécessairement un progrès. Vous savez, on reconnaît l'arbre à ses fouilles. D'accord. Donc il faut discerner les fouilles que nous avons. Alors sur la question de la GPA, donc la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, vous savez, là encore, on va nous parler de démocratie. Je vais vous dire un peu comment ça fonctionne. Voilà mon sentiment sur la chose. À partir du moment où vous allez mettre en place la procréation médicalement assistée, donc ouvert aux couples de femmes, donc femme-femme, hein, vous serez quasiment dans l'obligation d'aller ensuite vers la GPA. Pourquoi? Parce que vous allez créer une situation d'inégalité pour les couples homme-homme, et ça veut dire que ces couples-là vont dire, mais vous avez donné un droit à l'enfant au couple femme-femme, parce que vous leur avez ouvert la PMA, et vous nous placez dans une situation d'inégalité. Mais parce que les hommes ne peuvent pas avoir recours à la procréation médicalement assistée, puisqu'ils n'ont pas de quoi porter l'enfant. Tout à fait. Et le même levier de l'inégalité qui a été utilisé pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui, à ce mariage pour tous, va être utilisé pour pouvoir... Sauf que la gestation pour autrui n'existe pas aujourd'hui pour les couples hétérosexuels, ce qui est le cas de la procréation médicalement. Oui, mais ça existe ailleurs. Nous avons des exemples autour de nous. Aux États-Unis, ça existe. Et aux États-Unis, vous avez des exemples de GPA de confort. Si je peux me permettre, il y a une différence, et ça me permet de rebondir sur quelque chose que vous avez dit plus tôt. Ce sera la dernière intervention. Simplement, il faut comprendre qu'il y a aussi ce qui est légal et ce qui est illégal. Tout à l'heure, vous disiez qu'on a ouvert le mariage aux homosexuels et que du coup, on pourrait aussi l'ouvrir aux polyamoureux. Et puis, on ne l'a pas dit, mais dans les débats, on sait bien qu'on finit par y arriver. Pourquoi pas parler de pédophilie et de zoophilie, hein. Donc, je rappelle quand même que l'homosexualité n'est pas interdite en France, alors que la polygamie l'est, alors que la pédophilie l'est, alors que la zoophilie l'est. Donc là, il faut faire une distinction entre quand on ouvre un droit et puis quand on pourrait transgresser le droit. On n'est pas en train de transgresser le droit puisque l'homosexualité est autorisée en France, elle n'est pas illégale. Et bien, c'est la même chose pour la GPA. Il faut quand même rappeler qu'en France, il est interdit de louer des organes. Quand vous donnez votre sang, vous donnez votre sang. Quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez par certains moyens, effectivement, non pas faire du don d'organes, mais les vendre. Et ça, c'est le cas dans énormément de pays. Vous pouvez louer aussi, du coup, vos organes. Il est tout à fait possible dans certains pays de considérer que l'on peut louer des organes. Mais attention, là, on parle de choses qui sont quand même très ancrées dans le droit français. Et justement, de la même façon qu'il n'est absolument pas question de faire une amalgame entre légalisation des couples homosexuels et légalisation de couples pédophiles, je ne sais pas, eh bien, il n'est absolument pas question de remettre en question d'autres principes de droit, dont celui du fait que le corps de l'être humain ne peut ni être vendu, ni je résume et je conclus. Donc, certains ont peur que la gestation pour autrui soit dans la ligne directe du mariage pour tous. D'autres disent que ça ne risque pas d'arriver en France. En tout cas, l'adoption de cette loi du mariage pour tous a également donné lieu à des manifestations d'homophobie. Un an après, cela est-il toujours le cas? On en parle juste après la pub. À tout de suite.
De retour dans Mi-Débat, merci d'être avec nous. On parle du mariage pour tous. Un an après l'adoption de la loi, la société a-t-elle changé? Les réactions d'homophobie sont-elles toujours aussi présentes? C'est ce qu'ont tenté de savoir Ling Landau, Karl de Roll et Yaël Dufief. La Martinique, société métissée et hétéroclite. Malgré son héritage multiculturel, notre île a encore du mal à accepter certaines différences, telles que l'homosexualité. C'est une abomination et c'est quand même dommage que c'est le président, notre président, qui nous fait descendre du fond. Pour moi, c'est contre nature, vous voyez, parce que ça choque. C'est assez choquant, surtout pour les petits enfants, il faut expliquer. C'est dérangeant. Ça donne des boutons. Quand je vois maintenant, ils s'affirment dans la rue, moi j'en ai vu qui s'affirment dans la rue et même aussi au carnaval. Ça, je sais pas, c'est désespérant, ça me choque. Comme il disait, c'est dégueulasse. Sur l'île, rares sont les lieux publics où la communauté gay peut se retrouver. Quelques plages, des bars et des soirées très discrètes à l'abri des regards. Si les gays se cachent, c'est que l'homosexualité reste un tabou. Ici, en Martinique, dans l'inconscient collectif, l'homosexuel, c'est totalement dévalorisé, quoi. C'est la figure du carnaval, le macoumé, c'est tout de suite plus que sur le mode de l'agressivité, c'est sur le mode du ridicule, du dévalorisé. C'est plus ce sentiment-là que développent les adolescents, en fait, qui sont sujets de ce qu'on appelle l'homophobie. Une homophobie qui se manifeste dès le collège sous la forme d'insultes, d'humiliations et de harcèlement moral. Étant à l'école, donc je me faisais assez souvent comme insulter par mes camarades. Dans la rue, par certains passants aussi. Ils disaient, ah oui, un gars m'a commis avec un marché, tout ça. Et même une fois, on m'a demandé si c'était monsieur ou madame. Le jour où il y avait des fortes pluies, je ne pouvais pas m'abriter sous la réglisse comme tout le monde. Donc on me foutait dehors sous la pluie. Je n'avais pas le droit de me déshabiller dans le vestiaire des garçons côté des sports. Donc, bien sûr, le prof ne voulait pas que je me déshabille dans celui des filles. Donc du coup, je me déshabillais sur le palier. Je ne pouvais pas m'asseoir à certaines tables. Il ne fallait pas que je les regarde dans les yeux. Il suffit juste d'avoir une petite démarche efféminée. Il va se faire prendre, il aime ça. Surtout en période de carnaval. Alors là, il y a certains qui y vont. Mais après, ce sont les mêmes qui nous demandent le plus souvent à coucher avec nous aussi. Donc on finit par s'y faire. Difficile de vivre son homosexualité sur une petite île où tout le monde se connaît. Malgré l'âge, qu'en dira-t-on ? À cela viennent s'ajouter d'autres facteurs comme l'importance de la religion dans notre société. Il est écrit dans le Lévitique, l'homme qui couche avec un homme comme homme couche avec une femme, c'est une abomination qu'ils ont tous deux commis, leur sang retombera sur eux, ils devront mourir. Donc c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui est absolument irrévocable. Il est très difficile pour des personnes particulièrement religieuses d'accepter l'existence même de l'homosexualité en Martinique. Et la Martinique est l'un des territoires français les plus pratiquants, les plus catholiques, les plus religieux. Chez la plupart de nos voisins caribéens, l'homosexualité est un délit passible de longues peines de prison. Dans notre pays, elle est légale. Malgré cela, l'influence culturelle des autres îles reste forte. Nous vivons dans un espace géographique particulièrement touché par l'homophobie. Nous avons des contacts avec nos voisins caribéens. La Jamaïque, en l'occurrence, a une influence très importante sur notre jeunesse et elle déverse sur nos ondes une quantité importante de chansons qui appellent à tuer les homosexuels. C'est ce que l'on appelle la murder music. Oui, les toutes bisexuels, transsexuels, homosexuels et travestis. Les bisons là, c'est moins investis. Y'a mon Jackson vibe, qui m'a la crise des mics là. Brrr, leave the mic là. On va n'y combiner, fait sans mal, boum. Boum, j'entends les balles, si ouais, clic, clac, boum. Il y a 2 ans, à l'occasion de la première manifestation anti-homophobie, une quarantaine de personnes a défilé dans les rues de Fort-de-France. Objectif, revendiquer le droit de la communauté lesbienne, gay, bi et trans à exister. Rejetés par la société et par leur propre famille, certains jeunes Martiniquais en arrivent à penser au pire. Quand on cumule les deux, donc déjà au niveau scolaire, avec des camarades qui se moquent de nous, l'idée même de savoir qu'à la maison on ne sera pas accepté parce que justement maman, papa, la Bible a dit, le Dieu a dit que, forcément on se sent mal.
Être homosexuel, c'est pas se sentir mal tout le temps. Hein. On est homosexuel, l'homosexuel, point. On est bien avec nous-mêmes. C'est justement les autres qui font qu'on se sent mal et qu'on se reproche des choses et qu'on se dit qu'il y a un problème. Et je peux comprendre qu'il y ait des jeunes, effectivement, qui aient des pensées suicidaires. Le suicide, un cas extrême, mais très souvent, voici les choix qu'il reste aux jeunes. Quitter l'île avec la rupture familiale que cela implique ou refouler son homosexualité. Ça va même jusqu'à des extrêmes vraiment difficiles, avec, je ne sais pas, un papa qui va dire à son fils « je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler, tu t'es sorti de ma vie, tu n'existes plus ». Enfin, des mots extrêmement durs, ce qui explique que beaucoup de jeunes ici refoulent totalement leur pulsion homosexuelle. Et puis bon, un jour ça apparaît, quoi. Donc un jour ça apparaît, donc on se retrouve avec des hommes, des femmes mariés qui finalement, au bout d'un moment, refont leur vie autrement. Mathieu est membre de Cap Caraïbes, association martiniquaise de lutte contre l'homophobie. Il comprend ce besoin que ressentent certains gays de partir. Aujourd'hui en Martinique, il y a des gens qui sont homosexuels, qui essayent de vivre leur homosexualité le mieux qu'ils le peuvent. Je pense que la plupart souhaiteraient pouvoir le vivre dans leur travail de manière libre ou le dire à leur famille, mais c'est pas possible. Et par contre, dès que ces gens vont partir en dehors du territoire, là à ce moment-là, ils peuvent plus facilement se libérer. L'association vient de créer une ligne d'écoute destinée aux jeunes en situation de détresse. Objectif, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls dans leur cas. Pour les jeunes gays que nous avons interviewés, tout espoir n'est pas perdu. Je garde espoir en fait que la population martiniquaise va enfin ouvrir ses yeux et réaliser que nous ne sommes pas là pour faire du mal à qui que ce soit, mais juste vivre nos vies. La loi sur le mariage pour tous n'a donc pas révolutionné les mentalités. La Martinique acceptera-t-elle un jour ces milliers de personnes qui vivent aujourd'hui dans la honte ? Alors la Martinique acceptera-t-elle un jour ces milliers de personnes qui vivent dans la honte, Ralph Rago? Mais vous savez, c'est intéressant ce que nous venons de voir. On a vu une marche organisée contre l'homophobie. Mais je pourrais tout à fait me trouver dans le rang de ces marcheurs, au milieu de ces marcheurs. S'il s'agissait de dire qu'on est opposé au mariage homosexuel pour être homophobe, j'avouerais que la situation de ce pays m'inquiéterait beaucoup. Alors, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on dit, c'est que, effectivement, les manifestations contre le mariage pour tous ont donné lieu à des propos homophobes. On l'a vu en première partie du reportage. Alors, ils ont donné lieu à des propos homophobes, mais il y a aussi un grand financier qui finance des journaux au niveau national, qui s'est beaucoup exprimé et qui a dit que si à l'occasion des manifs pour tous une bombe pouvait exploser, que ça lui ferait grand plaisir et que ça débarrasserait d'un certain nombre de personnes. Donc les propos dans les deux sens, on peut faire ce reproche. Maintenant, donc vous condamnez les propos homophobes? Les propos homophobes, je les condamne fermement. Et au nom de ceux que je représente, nous ne nous sentons pas du tout solidaires des propos homophobes. Et nous ne nous sentons pas homophobes quand nous disons que nous sommes opposés au mariage pour tous, parce que ce n'est pas un projet profitable à la société dans laquelle nous vivons. Qu'un couple homosexuel n'amène pas la même contribution à cette société qu'un couple hétéro, et c'est de là que la Constitution française permet ce qu'on a fait semblant d'ignorer, le traitement différencié de situations différentes, tout en n'ignorant pas le principe d'égalité. Alors, il faut savoir qu'on a parlé de l'Église, en l'occurrence, effectivement, l'Ancien Testament a été cité, Lévitique 18, j'ai entendu, dans l'Épître aux Romains, le premier chapitre dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi, mais n'ignorons pas non plus que l'Église catholique a été pionnière en la matière, puisque devant l'ONU, elle a osé affirmer qu'elle condamnait le fait que des personnes soient poursuivies ou subissent des violences en raison de leur orientation sexuelle. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, l'Église est invitée, les chrétiens sont invités à accueillir avec la plus grande charité les personnes vivant ces situations, faisant une différence entre l'homosexualité et la personne homosexuelle. Voilà pourquoi la subtilité est intéressante. C'est-à-dire qu'une personne vivant l'homosexualité, je veux dire, étant en prise avec cette situation, a tout à fait sa place dans l'Église et doit être accueillie dans l'Église. Mais c'est là qu'est sa place, comme moi, comme ceux qui y croient, ceux qui veulent y être. Donc, homophobe, nous ne nous sentons pas du tout homophobes et nous dénonçons
tout propos homophobe. Donc on a l'impression qu'on est en prise avec des dynamiques un peu contradictoires. D'un côté, l'envie de respecter chacun tel qu'il est. De l'autre côté, quand même, cette espèce de rejet inconditionnel de l'homophobie. On l'a vu, les manifestations d'homophobie peuvent aller loin. Ce jeune homme qui était obligé de se déshabiller sur le palier parce qu'il ne pouvait pas accéder au vestiaire des hommes. Vous étudiez justement, Nadia Chanville, l'homophobie en milieu scolaire. Est-ce que ce genre d'acte est courant ? Oui, ce genre d'acte est très courant. Il faut comprendre que l'homophobie aux Antilles est particulièrement forte. C'est une homophobie surtout sociale, hein, dont ont parlé les témoins tout à l'heure. Dont on parlait les témoins tout à l'heure. Alors effectivement, en Martinique, c'est d'abord le rejet social qui est très très fort et qui pose énormément de problèmes. On a aussi des violences familiales, on a des abandons d'enfants, notamment quand les enfants, alors ça peut être des enfants, mais c'est surtout quand ils partent, quand ils font leurs études. On a des cas de jeunes qui sont partis et qui, une fois qu'ils ont déclaré leur homosexualité, leurs parents leur ont coupé les vivres, tout simplement. Donc beaucoup de problèmes familiaux, beaucoup de rejet social, simplement le fait de savoir que votre situation est considérée comme une abomination, eh bien ça vous fait d'abord avoir un rejet de vous-même. Donc ces personnes, avant tout, elles commencent leur vie en ayant honte d'elles-mêmes d'abord. Elles peuvent s'en prendre à leur propre corps. Moi j'ai déjà connu des situations, des personnes qui pendant leur adolescence ont été anorexiques ou boulimiques, ont eu aussi des pensées suicidaires et effectivement je rappelle que les cas de suicide chez les adolescents sont 4 fois plus élevés chez les adolescents homosexuels. Alors, pourtant, il existe un dispositif législatif. L'homophobie est condamnée par la loi. Donc, la provocation et diffamation publique est passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. L'injure publique contre les homosexuels est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende. Pourtant, on a l'impression que cette loi n'est jamais appliquée. Pourquoi ? Alors il faut savoir que, notamment ici en Martinique, où tout le monde se connaît, où il y a, donc, comme vous en avez parlé, le problème du macrélage, tout simplement, pour ces personnes, c'est très difficile de porter plainte. En fait, le problème, c'est que la plupart du temps, les personnes ne portent pas plainte. Elles gardent le secret pour elles. Et elles sont aussi très souvent le sujet de chantage. Pourquoi ? Parce que quand vous déposez plainte après une agression homophobe, eh bien, la première chose qu'on va remarquer d'abord, c'est que vous êtes homosexuel. Le plus souvent, ce genre d'agressions sont faites contre des personnes qui, comme on dit, sont dans le placard. C'est-à-dire qu'au quotidien, elles ne se présentent pas comme étant des personnes homosexuelles. Mais une personne sait ou soupçonne que cet individu est homosexuel, alors il va y avoir une agression. Ça peut être une agression verbale, physique et même aussi du chantage. On a pu voir récemment sur Facebook des événements où on peut simplement dénoncer quelqu'un, dire voilà, cette personne est homosexuelle et lancer sur cette personne un lynchage public. Alors justement, pour éviter ça, certaines personnes peuvent très bien être agressées verbalement ou physiquement et refuser de porter plainte pour ne pas que leurs proches, leur entourage et toute la Martinique au final apprennent qu'ils sont homosexuels. Ils essaient d'éviter ce qu'on appelle la double peine en fait. Alors Lorena, en tant que fille d'un couple homosexuel, est-ce que vous avez subi ce genre de manifestation homophobe ? Je ne dirais pas que c'est
de victimisation. Je crois qu'elles sont d'abord victimes et il faut comprendre ça très clairement. Dans la population humaine, comme on l'a dit tout à l'heure pour les mammifères, il y a 10% de la population qui n'est pas exclusivement hétérosexuelle. Parmi ces 10%, selon les sociétés et selon l'importance de l'homophobie que vous pouvez constater dans une société, il va y avoir plus ou moins de personnes qui vont refouler leur homosexualité ou qui vont être dans une situation tellement difficile qu'ils vont devoir la cacher à leurs proches. Alors effectivement, quand ça rejoint une autre question, permettez-moi de vous couper. On a dit justement souvent que l'homosexualité c'était une question, un truc de métro pour parler vulgairement, que ça aurait été imposé par les Blancs et que ce serait une violation encore plus grande dans la culture caribéenne. Pour des raisons identitaires. C'est un argument qui est très souvent amené et quand on regarde ce qui se passe en Afrique, c'est aussi en Afrique noire, on retrouve souvent cet argument. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'homophobie qui a été importée par les Européens au cours de la colonisation plutôt que l'homosexualité. L'homosexualité a toujours existé dans l'humanité, en tout lieu, en tout temps. Ce qui n'a pas toujours existé et qui n'a pas toujours existé de façon uniforme, c'est l'homophobie. En tout cas, ce qui est vrai, c'est peut-être qu'elle est moins bien acceptée en Martinique et dans la Caraïbe de façon plus générale. Elle est moins bien acceptée aux Antilles. L'arc antillais est la deuxième région la plus homophobe du monde. Quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a que... En se basant sur quoi En se basant sur le fait que toutes les îles, absolument toutes les îles indépendantes de l'arc antillais ont une législation hostile à l'homosexualité. Ça va d'une amende, c'est-à-dire que l'homosexualité est illégale, la sodomie plus précisément, pour prendre le terme le plus large qui engloberait un peu tout le monde, est interdite et effectivement cela va d'amende jusqu'à une peine de 10 ans d'emprisonnement si on parle du cas de la Jamaïque. Donc ça peut passer à des peines d'emprisonnement. Seuls les territoires non indépendants de l'arc antillais considèrent l'homosexualité comme quelque chose de légal parce que c'était le cas en France encore jusque dans les années 80. Oui, et même pas. C'est-à-dire que la pénalisation de l'homosexualité dans les années 80, c'était très faible par rapport à ce qu'on peut avoir dans les îles qui sont juste à côté de nous, que ce soit Sainte-Lucie, la Dominique. C'est-à-dire que du point de vue historique, moi je pourrais vous dire que si la Martinique avait été un territoire indépendant, eh bien, on pourrait très bien penser que l'homosexualité ne serait pas considérée comme quelque chose de légitime du point de vue législatif en Martinique. Alors, on est dans un espace qui, du point de vue effectivement sociétal, historique, nous conditionne, nous influence énormément. Bon, que ce soit ici aux Antilles ou effectivement en Afrique noire, souvent on croit que c'est quelque chose qui a été importé. Ça, on n'a vraiment pas le temps d'expliquer, mais je vous assure que c'est juste une contradiction historique qui fait que par des discours de va-et-vient, on a fini par croire que c'était les Européens qui l'avaient importé. Est-ce qu'il y a un lobby homosexuel, une victimisation? Mais non, absolument pas. Au contraire, en fait, il peut y avoir un lobby homosexuel. Est-ce que le mouvement de défense des droits civiques aux États-Unis, quand on a pu donner le droit de vote aux Noirs, est-ce que c'était un lobby noir? Alors si c'était un lobby noir, eh ben, heureusement qu'il y a eu un lobby noir. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes dans une communauté qui souffre de discrimination, quand vous êtes dans une communauté qui est mise au banc de la société, eh bien, il est tout à fait normal que les personnes se réunissent, fassent des associations, montent des mouvements sociaux plus ou moins forts, plus ou moins effectivement dynamiques, et finalement, vous pouvez les considérer comme des lobbies, vous pouvez aussi les considérer comme des associations qui essaient de défendre des droits. Ralph Frago, je vous laisse répondre et on sera à la fin de cette émission. Oui, donc c'est le mot de la fin. Très rapidement, on a effectivement en France un lobby activiste gay dont la face émergée s'appelle LGBT, dont on a déjà expliqué tout à l'heure ce que c'était. Et donc, il faut savoir que ce mouvement, qui s'appelle Inter-LGBT pour fédérer différentes associations régionales, la plus grosse section, c'est Paris, c'est 90 personnes. Donc, inscrites, quand on peut vérifier ça auprès d'une association. Donc, il y a effectivement... Mais ce que dit, par exemple, Nadia Chanville, qu'une minorité pourrait se mobiliser pour défendre... Non, mais ce que je veux vous dire par là, ce serait intéressant, et son propos m'intéresserait beaucoup, si au sein même de cette communauté, vivant donc en situation d'homosexualité, certains ne s'étaient pas élevés pour demander de quel droit LGBT parlaient en leur nom. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs sites, vous allez chercher sur Internet, de personnes homosexuelles qui ont dit ne pas vouloir de ce mariage et qui ont dit qu'elles ne comprenaient pas comment LGBT pouvait s'arroger le droit de parler en leur nom. C'est-à-dire qu'on sent bien que là, il y a une démarche lobbyiste, une démarche activiste qui est de l'ordre du politique. Alors sur l'homophobie, parce qu'on va essayer de conclure sur cette question-là, d'y revenir, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'homophobie? Alors rapidement, comment est-ce qu'on peut lutter contre l'homophobie, Ralph Frago, alors, pour conclure sur cette question? Mais vous savez,
moi, je dis que j'ai un profond respect de la personne. Donc, loin de moi de reprocher à quelqu'un son homosexualité. C'est déjà le respect des personnes dans la composition même de la société. Vous ne voulez juste pas une existence légale. Ce que je souhaite, c'est que cette affaire-là, qui relevait de la sphère privée et qui n'apportait pas à la société la contribution en termes de génération, reste de la sphère privée. Il ne s'agissait pas de l'ignorer, il s'agissait de le prendre en compte. Il y a une souffrance que j'entends, il s'agissait de la prendre en compte. Mais pourquoi tout de suite aller conquérir des symboles dont on ne veut pas? C'est-à-dire, je rappelle que le Pax, et c'est ce qui va se produire, on peut prendre le pari, il a été dit, puisque c'est à peine 5% du total des Pax sont des personnes homo, il a été dit la chose suivante, il a été dit, voilà, ce Pax avait été créé pour des personnes qui voulaient se marier et ne le pouvaient pas, il est majoritairement utilisé par des personnes qui peuvent se marier et ne le veulent pas. Donc ça veut dire que vous avez à peine 5%. Alors une fois les faits passés, on va revenir dans des chiffres, ces mariages, on va revenir dans des chiffres tout à fait. Vous savez, c'est très faible ce qu'on a vu là. Vous verrez qu'une fois les faits de mode passés, on va revenir des pays voisins comme la Belgique, ce sera de l'ordre de 0,5 et de 1% sur le total des mariages. Donc est-ce que ça valait la peine de se mobiliser aussi fortement pour un sujet mais est-ce que ça valait mineur la peine de bousculer la société de cette manière-là aussi fortement? Je vous retourne la question. Et la dernière question que j'ai, de réflexion que j'ai, c'est la dernière, je pose cette question à nos téléspectateurs. Suffit-il à une disposition d'être légal pour être légitime? Voilà, je lui vois ça à leur Lorena, vous aurez le mot de la fin. Alors, une disposition légale mais illégitime, un sujet mineur. Est-ce que pour vous, c'est un sujet mineur? Pour moi, non. Pour moi, il ne s'agit pas d'un sujet mineur. Il ne s'agit pas non plus d'un sujet majeur, mais bon... Il n'y avait pas forcément de priorité, comme diront certains, mais il est quand même bon de reconnaître qu'il y ait des personnes qui veulent qu'on reconnaisse qu'ils soient des couples, quelle que soit leur orientation sexuelle. Voilà. Merci pour le mot personne, des personnes. Ce sera un projet de personnes. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.atv.mq. La semaine prochaine, nous parlerons de la vie chère. 1 an après la loi Lurel instaurant le bouclier qualité-prix, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé? Nous ferons le point dans Mi-Débat sur ATV à 20h. Passez une excellente semaine. Thank you.